Salut, bienvenue au deuxième podcast de l'année 2024. Aujourd'hui, on va recevoir Lou Bénédicte et son recueil de nouvelles Âme en panne. C'est un recueil de 11 nouvelles qui ont une saveur poétique, fantastique, psychologique ou dystopique à propos de la thématique de l'âme. Pour nous en parler, on va accueillir Nicole Gauthier qui va nous faire une chronique du recueil. Nicole est connue dans le milieu littéraire comme autrice. Elle est celle qui a écrit la série dont pas mal tout le monde parle, Perversion, ainsi qu'une petite série de romans Montée de lait. Elle a d'autres choses à son actif. On en parlera plus tard aussi avec elle. Pour nous accompagner, on va aussi recevoir Marie-Claude Cournoyer, l'autrice de L'Allié. Donc, dans quelques instants, nous allons entrer en scène avec Nicole pour nous faire sa chronique. En attendant, un petit mot sur Lou Bénédicte. Évidemment, Lou n'a plus besoin de présentation. C'est une personne dans le milieu littéraire qui est très active. On va assurément parler du Salon du livre de Drummondville, dont elle est l'une des instigatrices. Mais en dehors de ça, elle a beaucoup de romans, beaucoup de participation dans les recueils. Elle est présente avec tous les auteurs. Elle est toujours pleine de bons commentaires. C'est une personne très humaine. Donc, j'imagine que, bon, je vous en fais l'apologie, là, mais vous la connaissez probablement déjà. Si vous la connaissez pas, ben, profitez du podcast. Vous serez pas déçus. Donc, on reçoit nos invités. On va commencer avec Marie-Claude Cournoyer, qui va venir nous lire le C4 de Âme en panne. OK, donc Marie-Claude, oui, c'est à toi. Alors, bonjour. Donc, voilà, dès qu'un corps l'abrite, l'âme palpite ou s'agite. Selon les aléas de la vie, elle balbutie ou grandit. Sous l'épreuve du feu, elle brille ou vacille. Ce recueil offre 11 textes aux accents poétiques, fantastiques, psychologiques ou dystopiques à propos d'une tribulation de l'âme. Vous en avez une, n'est-ce pas, que celle-ci erre parfois? Merci Marie-Claude pour cette belle entrée. Maintenant, ça va être Nicole Gauthier qui va nous présenter sa chronique du livre de Lou Bénédicte. Bonjour Nicole. Allô. Est-ce que tu es prête? Oui. Donc, c'est à toi. Ben, moi, de la première fois où j'ai vu passer la pub de Lou sur Facebook, dans le fond, pour la sortie de son livre L'âme en panne, dans le fond, que je vais tenter de passer de la bonne façon en visuel. Bon, la première fois que j'ai vu passer le visuel, j'ai vraiment tripé. Déjà, avec le titre, je trouve que le titre est paradoxal parce que en panne, c'est un peu signe que, OK, ça se passera pas bien ou que c'est un peu triste, mais âme, c'est tellement un mot plein de ressentis, plein de possibilités. Fait que les deux ensemble, je me dis, OK, ça va être un plein de paradoxes à la Lou avec plein de surprises. Et puis la couverture, en fait, que pour moi, ça évoque beaucoup comme les cœurs, c'est comme si c'était des bulles d'eau, un peu comme si ça se passait un peu sous l'eau. Fait que pour moi, c'est signe un peu que les histoires, ça va être doux, ça va être un peu, je sais pas, ça va faire du bien à l'âme, dans le fond. Fait que déjà, ça m'a beaucoup intrigué, la couverture. Une couverture qui a été conçue par Bernard Marquis. Aussi, là, vraiment, une très belle réussite parce que ça l'a vraiment accroché mon œil tout de suite. Puis, tu sais, sans même que j'ai lu la C4, j'avais déjà envie de me le procurer. Puis, tu sais, dans la vie, je suis un peu une personne qui lit pas nécessairement les livres des auteurs dans l'ordre. Puis, j'ai commencé à lire Lou avec ce livre-là, dans le fond. Puis, c'était vraiment une belle découverte. Puis, comment je dirais ça aussi, c'est un beau recueil de nouvelles, de 11 nouvelles, puis chaque nouvelle va nous amener vraiment dans des directions différentes. Fait que
Je trouve ça super intéressant. J'ai pris beaucoup de notes parce que Lou, dans la vie, c'est une personne aussi qui est très organisée. Quand elle fait un retour de lecture à quelqu'un, elle va vraiment décortiquer les choses. Elle va parler de plein d'affaires. Fait que là, il fallait que je fasse mes devoirs. J'ai plein de notes sur chaque nouvelle. Je suis assez structurée aussi dans la vie. Fait que, il y a beaucoup de... Les nouvelles nous amènent vraiment dans plein de directions différentes. Puis c'est ça qui est le fun parce que ça t'amène... C'est un roman, un recueil de nouvelles qui te fait vivre comme plein de ressentis différents. Je vais parler de quelques nouvelles. C'est sûr que je vais vous laisser la surprise aussi. Je sais pas, par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle « Chaque corps livre son histoire ». Ça évoque le secret. C'est une jeune femme, le personnage principal, c'est une jeune femme... qui est infirmière, dans le fond, qui s'occupe de sa mère qui souffre d'Alzheimer. Puis sa mère décède, puis c'est en s'occupant d'elle suite à son décès qu'elle se met à apprendre beaucoup de choses sur sa mère, sur sa vie, tout ça. Puis c'est comme si elle découvrait une génération secrète. Ben, ça me fait penser un peu à nos tantes, nos mères, nos grands-mères, qui étaient beaucoup d'une génération secrète, puis c'est à travers toutes sortes de petites trouvailles sur sa vie qu'elle va apprendre à connaître sa mère, dans le fond. Fait que je trouve que ça touche beaucoup comme une génération de femmes fortes qu'on aurait aimé connaître plus, dans le fond, le côté humain, etc. Tu sais. Fait que c'est une histoire vraiment intéressante, inspirante aussi. Puis je trouve que ça reflète bien l'auteur aussi, qui est une personne, une militante un peu qui est très inspirante, qui fonce, qui fait ses projets, tout ça. Puis j'ai trouvé que c'était très touchant. Fait que c'est une des histoires qui fait partie de mes coups de cœur. Une autre histoire complètement différente, qui a une approche tout en douceur. Dans le fond, c'est l'auteur qui raconte son retour aux sources. Elle est revenue dans son patelin natal suite... à la pandémie, dans le fond, parce qu'elle avait l'impossibilité de voir ses proches, fait qu'elle s'est rapprochée à sa façon. Puis là, elle nous décrit un peu son quotidien avec la nature, que c'est une personne qui aime beaucoup être dehors. Puis ça m'a vraiment beaucoup interpellée parce que moi, je capote aussitôt qu'il y a un petit coin de ciel bleu, je sors dehors, il mouille, il neige, j'essaye d'aller dehors le plus souvent possible. Puis là, elle nous partage un peu au fil des saisons des moments de son existence. C'est sûr que l'existence à ce moment-là, dans la pandémie, ça avait comme ralenti. Fait que, tu sais, on avait le temps de regarder les saisons changer puis d'observer vraiment la nature évoluer autour de nous. Et je trouve que c'est vraiment, c'est comme un partage de son émerveillement quotidien, que j'ai beaucoup apprécié ça. Une autre nouvelle qui s'intitule « Pierre le second ». Pierre, c'est le frère aîné de Lou, l'auteur, en fait, puis il est décédé d'un pneumocoque virulent. Puis c'est un thème qu'on retrouve plusieurs fois dans la mort dans le recueil de nouvelles de Lou. Il est apporté de façon différente, mais on sent que c'est un sujet qui l'interpelle, tu sais. Puis en fait, tu sais, ça interpelle tout le monde aussi parce que veut pas, tu sais, on va tout y passer. Bon, c'était le moment dramatique. Bon, et c'est ça. Puis c'est une sœur bienveillante, en fait, qu'on retrouve dans cette nouvelle-là, qui parle et qui raconte à propos de son frère. Puis on découvre vraiment un homme qui était très, très différent des hommes de son temps. Un intellectuel plutôt qu'un homme de la terre. Puis c'était vraiment un libre penseur solitaire, bien différent de la majorité. Puis j'ai trouvé ça super intriguant, puis j'aurais aimé en connaître plus sur lui, tu sais, avoir vraiment son histoire, tu sais. Je suis sûre qu'il y a ce genre de personne-là qui est très différent de la marge, qui sort du cadre de façon naturelle dans la vie. Je trouve que ça apporte beaucoup d'histoires colorées, des choses qu'on s'attend pas, des surprises, tu sais. Puis c'est tout le temps intéressant d'entendre des récits comme ça. Fait que Pierre le second est une des histoires que j'ai vraiment beaucoup aimées. Mais toutes les histoires un peu humaines, des récits humains, je trouve ça très intéressant. Parce qu'on a toutes des histoires de vie avec tout notre vécu, puis tu sais, ça nous fait grandir. Fait que c'est une belle histoire comme ça, j'ai trouvé. Une autre histoire qui nous amène dans un autre monde complètement, un cœur pour les animaux. En fait, le personnage principal, c'est Luca, un petit jeune garçon d'âge primaire, qui développe une étrange relation avec Lounis. C'est un jeune garçon syrien réfugié qui a dû fuir son pays et qui a été séparé de ses parents aussi.
Puis Luca, il a recueilli un chien sous son balcon, puis il s'est mis à le nourrir un peu, puis c'est comme ça qu'il est devenu ami avec Lounis, puis ils ont comme développé une étrange relation. C'est comme deux destins qui se croisent, tu sais, puis ça m'a fait penser un peu comme dans notre quotidien à nous, peu importe où on est dans le monde, dans le fond. On rencontre quelqu'un tout d'un coup, puis ça crée un enchaînement d'actions, puis tu sais, c'est comme si du jour au lendemain, il peut arriver n'importe quoi. Puis, tu sais, je trouve que c'est comme une note d'espoir en même temps, même si Luca, il a des petits côtés un peu spéciaux que j'avais toujours peur qu'il fasse mal aux chiens. Mais en tout cas, je vous invite à la lire. Tu sais, je ne veux pas raconter toute l'histoire non plus. Parce que c'est ça le bonheur d'après ça, d'ouvrir le recueil en secret puis de tout découvrir. Tu sais. Bon. Une autre belle histoire que j'ai bien aimée, c'est Daphné, c'est une jeune fille de 11 ans. Daphné, elle a un ami imaginaire, un ami imaginaire, c'est ça qui est troublant, dans le fond, qui s'appelle Jack. Puis elle parle avec Jack, puis il fait partie de son quotidien. Puis il fait tellement partie de son quotidien que finalement est apparu un troisième personnage, le psychiatre. Donc, Daphné entame des rencontres avec le psychiatre. Puis c'est comme une espèce de dynamique à trois entre les trois personnages avec l'ami imaginaire qu'on ne sait pas trop. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est une maladie mentale? Est-ce que c'est un esprit? Bref, toutes les possibilités sont ouvertes. Fait que c'est super intéressant. Il y a vraiment les trois personnages qui s'entrecroisent avec comme une espèce d'étrange ballet. C'est très solide. Là. J'ai beaucoup aimé ça. Ça aussi, on aurait pu suivre un roman complet juste avec son histoire là, à partir de sa jeunesse, puis de l'avoir évolué, puis comment ça peut virer tout ça. Tu sais, ça peut virer vraiment, vraiment mal, mais ça peut virer dans plein de directions aussi. Ben, vraiment mal, intéressant, évidemment. Là. Mais, plus horreur, mettons, je sais pas. Suspense. Une autre nouvelle qui m'a interpellée, ça s'appelle Errance virtuelle. Ça fait appel à la vengeance. Et puis, le thème, c'est beaucoup la justice réparatrice. C'est Julien qui est un chanteur, en fait, un chanteur connu. Puis un autre personnage qui s'entrecroise avec lui, c'est une choriste qui entame une campagne de salissage envers lui parce qu'il l'a mis de côté par le passé pour X raisons, puis elle l'a pas pris. Fait que, à part une campagne de salissage puis de persécution envers lui pour se venger, puis ça prend des proportions vraiment incroyables. Là. Puis, tu sais, ça me fait vraiment beaucoup penser à l'actualité. Là, tout ce que les gens, dans le fond, au lieu d'aller directement parler avec la personne, ben ils lancent ça sur Internet, puis let's go, puis ça fait du chemin, puis ça grossit, puis ça. Puis, tu sais, je trouve que cette nouvelle-là nous amorce vraiment une grosse réflexion là-dessus sur le côté moral. Est-ce que, tu sais, justement, là, le fait de se parler, dans le fond, d'humain à humain plutôt que de lancer ça, puis que finalement, tout le monde qui n'a pas rapport dans l'histoire se mêle de ça, puis que ça grossisse, tu sais, dans le fond, c'est assez... c'est un peu malveillant comme, tu sais, que des choses comme ça, dans le fond, arrivent, que ce soit lancé sur Internet, puis que finalement, tu sais, ça prenne des proportions irréalistes. Mon Dieu, puis le temps passe, finalement, je suis très, très à l'aise de jaser. J'ai bien aimé aussi une autre nouvelle, Creuse Rébellion. Le personnage principal, c'est une jeune femme qui est émancipée puis qui a vraiment un regard différent sur la vie. Ça me semble être une jeune adulte. Elle fait son chemin, elle a un regard lucide puis un peu désabusé sur tout. Puis un peu désabusé par son passé, puis elle veut faire son chemin différemment des autres, puis Lou nous a trouvé une twist vraiment hot. Elle se fait rattraper par un mauvais coup du destin, dans le fond, qui fait que il y a une finale choc. En tout cas, ça m'a flabbergasté quand j'ai lu ça. C'est une des nouvelles que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Mais en fait, tout le recueil m'a vraiment enchantée. Parce que déjà, à la base, je trouve que Lou, c'est une personne qui est vraiment dynamique, inspirante, puis je trouve que c'est une personne qui fonce dans la vie, puis en tant que femme aussi, c'est une personne qui va vraiment oser, puis tu sais, faut jamais arrêter de le faire en tant que femme, en tant que personne aussi, parce qu'il faut toujours sortir de notre zone de confort, puis Lou, je pense qu'elle sort beaucoup de sa zone de confort, puis elle essaie plein de choses, puis je trouve ce recueil-là, c'était doux, puis c'était audacieux en même temps. Il y a eu des finales, puis des moments que je sais comment, ça m'a déstabilisée, puis j'ai vraiment adoré.
Puis, tu sais, aussi, je souhaitais dire que Lou, c'est vraiment une des personnes coup de cœur que j'ai eu la chance de rencontrer dans l'année 2003. Et je trouve que c'est une personne qui m'inspire beaucoup à justement à sortir du cadre, à essayer des choses, puis à arrêter de juste aller dans mon petit chemin tranquille, puis de temps en temps, essayer sortir des sentiers battus. Puis les sentiers, comme j'aime ça sortir dehors, ben ça me parle beaucoup. Fait que je vous recommande beaucoup de lire ce magnifique recueil, dans le fond, qui est vraiment une valeur sûre. Je l'ai lu en quelques jours seulement. Finalement, je l'ai relu vraiment beaucoup pour me documenter, pour être sûre de donner un beau retour à Lou dessus, parce qu'elle, c'est une personne qui est très méthodique, qui va prendre vraiment le temps de faire des beaux retours aux gens aussi, qui est attentionnée. Fait que je trouvais qu'elle méritait d'avoir un peu le même retour aussi pour son livre. Fait que pour moi, c'est vraiment, je dirais que c'est pas mal ça. C'est mon appréciation du livre. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour cette belle chronique. Vraiment, là, c'est vraiment le fun. Puis moi, c'est sûr, ça me donne envie de le lire. Je l'ai, puis je me suis retenue parce que je voulais arriver là, durant le podcast, puis pas d'a priori, être celle que, OK, la question de ceux qui ne l'ont pas lu. Et vraiment, ta chronique, elle nous accroche, elle me donne le goût d'aller voir. Il y a l'air d'avoir plusieurs styles, des fins surprenantes sur certains côtés. Puis ce que tu as dit, en tout cas, je pense que ça touche beaucoup le côté humain. Puis personnellement, ben c'est sûr, ça me fait penser à Lou. Là, évidemment, là, c'est toi qui vas passer à la passe des questions de nos très chères lectrices, qui est notre lectrice, qui est Marie-Claude, et l'autrice Lou. Avez-vous des questions en rapport avec la chronique de Nicole? Ben, j'ai pas de questions. Moi, je trouve, Nicole, que vraiment, tu as bien énuméré toutes les récits, tous les récits, parce que moi, j'ai lu le livre aussi, et puis je trouve que ce que j'ai trouvé difficile, c'est que Lou a beaucoup de vocabulaire et il y a des mots que j'avais besoin d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire, parce que je ne savais pas toujours qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, j'ai beaucoup appris, je me suis enrichie en vocabulaire en lisant ce récit, ces nouvelles. Fait que je suis vraiment contente, Nicole, que tu aies pu faire le résumé, parce que moi, il y a certains récits que j'avais pas nécessairement catché le fond de toute l'histoire. J'ai dû les relire, puis des fois à tête reposée dans mon cas. Il y en a, j'ai eu des coups de cœur comme Creuse Rébellion, Errance virtuelle. Errance virtuelle, j'aurais voulu en savoir plus. La fin, moi, je suis comme, ça finit de même. Puis je veux en savoir plus, qu'est-ce qui arrive avec Julien et tout. C'est ça. Donc, moi, ça m'a apporté un enrichissement de vocabulaire. J'ai pris beaucoup de notes. Puis, je suis allée voir souvent. J'allais dans mon dictionnaire. Et voilà. Je trouve que Louise, tu as beaucoup de vocabulaire puis beaucoup de connaissances parce que les nouvelles, on touche à tout. Vraiment, c'est pas juste un sujet, c'est vraiment élaboré. Puis je lisais, puis je suis comme, my God, cette femme-là, elle connaît beaucoup de choses. C'est mon héros. Et voilà. Mais en tout cas, le texte Pierre le second, là, c'est pire que pire parce que je l'ai fait suite à une de mes amies qui, elle va pas sur les Facebook, pas mettre des petits cœurs, des petits commentaires, elle m'écrit en Messenger privé, puis là, elle m'envoie des listes de mots anciens, de mots compliqués. Puis là, elle me dit, toi, là, c'est ça dans une histoire. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à parcourir une liste de mots, puis c'était Pierre, c'était mon frère. Mon frère, là, pratiquait, là, chez lui, en solo, là, il nous préparait des argumentaires pour le dimanche, là. Puis là, il savait qu'il allait nous placer un mot. Puis là, quand il nous voyait comme ça, là, entre un verre de vin et un café, là, il savait. Là, ça Pierre raconte. Là, il va nous dire pourquoi ce mot-là est bien important. Fait que c'est sûr que le texte de Pierre le second, je me suis gâtée parce que c'est en prenant les mots qui me faisaient le plus réagir à son passé,
que j'ai structuré l'histoire. Ça reste quand même que tout est vrai dans le sens où on a trouvé ses carnets. Il écrivait un journal de bord. Puis quand on a trouvé ça en vidant son appartement, on a eu vraiment un questionnement. Puis là, tout le monde m'a regardé. On était une grosse famille. Ils m'ont regardé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En même temps, ils savaient que moi, j'écrivais puis que j'étais la seule qui s'intéresserait à lire. Fait que là, j'ai dit, on a scellé la boîte puis j'ai dit, je la porte, je vais consulter avant de commencer à lire ça. Puis ma question pour Nicole, c'est à la fin du recueil, je mets une petite note, comme ça, tu sais que j'ai raconté une histoire, je mets une petite note pour dire pourquoi j'ai écrit ce texte-là, parce que c'est tous des appels à texte, c'est tous des concours que j'ai faits entre l'année 2020 et 2023, qui est l'année extraordinaire où on s'est rencontrés toutes les quatre, là. On ne se connaissait pas vraiment avant 2023, parce que nos livres ont sorti en 2022. Nicole en a depuis longtemps, Pascal aussi, mais moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé par vous connaître, donc c'est pas mal 2022-2023. Puis là, c'est en regardant tous ces textes-là que j'avais fait que je me suis dit, moi, ça reste un jalon de comment j'ai appris à construire une histoire courte. C'est vraiment spécial, la nouvelle. Il faut arriver à donner un univers, mais on sait qu'on va faire une pirouette à notre lecteur. On l'amène à quelque part au début, puis à la fin, il se dit « Ah, mon Dieu, c'est là que j'atterris ». Fait que j'ai fait des petites notes de lecture. Des fois, c'était juste pour dire dans quel contexte, à quel thème je réagissais. D'autres fois, c'était pour dire où était venue l'intuition. Des fois, c'était comment je l'ai travaillé parce que je voulais absolument pas imiter quelque chose, mais suivre une structure que j'avais lue dans un autre cas. Puis là, je me disais, je vais me servir de ça parce que je vais organiser tout mon contenu comme ça. Fait que ça, je sais pas. Moi, je les lis. Quand un auteur me donne des notes à la fin, je suis curieuse d'aller voir ça, mais je sais qu'il y en a qui se disent, rendu là, l'important, c'est que j'ai fait le voyage. Le voyage, c'est de lire le texte. Puis non, moi, je lis tout. Puis en fait, là, j'ai lu toutes tes notes à part avant de lire les textes. J'ai lu les textes, puis après, j'ai relu tout ça parce que c'est comme si ça me donnait un complément à ma lecture, comme si ça me permettait de prolonger le livre. Puis là, je comprenais plus d'affaires. C'est comme... C'est vraiment du bonbon de lire ça, là. Puis j'aime ça savoir, OK, comment ça a starté ce texte-là, d'où ça vient, c'est un concours, c'est pour ça, c'est un défi. C'était vraiment super intéressant. Puis il n'y a pas tant d'auteurs qui le font dans leur recueil. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Oui, c'est vrai. Mais... J'ai vu qu'Alain Leclerc a fait ça dans son recueil, 4 saisons de nouvelles, tome 1. Puis, moi, c'est sûr, si je le trouve, je vais lire les notes, puis je vais essayer de... Puis même en lisant, je vais essayer de trouver la trame, parce qu'on t'aime, hein, on raconte quelque chose. Fait qu'il y a un quoi, après, c'est le comment. Tu prends quoi? Tu peux utiliser des archétypes, tu peux utiliser un conte qui existe déjà, puis qui te permet, tu fais juste suivre le papier à musique, puis tu dis, m'a placé toutes mes affaires là-dedans. Je sais que ça marche, tout déjà fait avant moi, fait que ça, c'est ça qui me fascine dans l'écriture de la nouvelle. Fait que, en tout cas, ils sont là pour les gens qui sont curieux de comprendre un peu. Mon pari à moi, c'était, tu l'as pas mal bien identifié, Nicole, là, avec les thèmes, la mort est importante. Pourquoi? Parce que quand on touche la mort de quelqu'un dans notre famille, là, on se pose des questions de qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a gardé, qu'est-ce qu'on a essayé de repousser ou de se libérer de, tu sais. Que mes gros fils rouges là, qui passent à peu près dans toutes mes histoires, même quand on écrit les romans policiers, c'est l'affiliation. On ne peut pas ignorer notre passé, il nous rattrape toujours. On peut faire des choix. Tu sais, pendant qu'on est enfant, on n'en fait pas vraiment, on est façonné, mais après, on peut faire des choix. Puis c'est assez difficile de prendre ses distances de ce qu'on a reçu quand on est enfant. C'est pas qu'on veut tout renier, mais il faut se faire un nid soi. Puis mon autre thème de prédilection, c'est les croyances, les représentations. Parce que notre vision du monde fait qu'on est heureux ou on pense qu'on va être une victime ou qu'on est né pour souffrir. Et ça peut changer dans la vie aussi, là, mais on le voit aussi, c'est cyclique dans nos propres phases de la vie, là. À un moment donné, on se vince, tout à coup, on sent que, oh là là, tout le monde semble trouver ça plus facile que moi, les gens réussissent mieux.
tout ça, c'est la première prison, c'est la tête, là, c'est comment on perçoit la vie, comment on se perçoit soi-même. Fait que ça, ben, dans les nouvelles, ça me plaît beaucoup parce que je me pose la question de départ. En fait, là, mon secret, c'est qu'il faut que j'aille ma première ligne puis ma dernière. Si j'ai une idée, là, il faut que je trouve comment je vais l'amorcer, puis je sais comment je vais la finir, quelle phrase, puis entre les deux, là, je m'arrange pour mêler mon lecteur. Ben justement, comment tu te passes pour écrire une nouvelle littéraire? Tu sais, comment te vient l'idée, exemple? Comprends-tu? T'as-tu comme, bon, OK, il faut que j'écrive une nouvelle littéraire ou on me lance un défi? Comment tu dis, OK, go, je veux écrire une nouvelle littéraire? Où tu trouves l'inspiration? Ben dans le cas du recueil, c'est que le thème était toujours imposé. OK. Tu sais, je décide de répondre à un concours qui s'appelle comme la fameuse histoire de Marie-Madeleine qui meurt, puis c'est sa fille qui est infirmière qui lui donne l'aide médicale à mourir. Parce que sa mère lui a demandé, je veux que ce soit toi. C'est lourd, ça. Tu sais, tu demandes à ta propre fille de faire ce rituel-là par rapport à la personne qui t'a donné la vie. Mais là, on apprend que Marie-Madeleine était une personne très secrète. Bon, ça, c'était le concours Georges Sand. Georges Sand, elle voulait montrer l'émancipation des femmes. Et là, je me disais, comment je peux faire pour montrer à quel point une femme forte, parce que Marie-Madeleine était aussi dans les sciences de la vie. Elle aidait la procréation assistée, donc les femmes qui avaient de la difficulté à tomber enceinte. Donc, et là j'ai mijoté pour me dire, je vais trouver quelqu'un qui est très libre dans ses pensées. Elle veut faire carrière, donc elle renonce à un premier amour parce qu'elle ne veut pas s'encarcaner dans la vie de famille. Elle veut pousser sa carrière. Ça va lui demander de renoncer à son premier bébé. Puis là, elle ne veut pas que ça soit fait n'importe comment parce qu'elle se dit, plus tard, quand je vais être la femme forte que je veux être, je voudrais être mère. Je voudrais l'essayer, cette aventure. Donc, il faut que mon corps soit capable. Bon. Fait que là, j'ai commencé à tout mêler ces affaires-là. Puis quand je suis tombée sur l'Alzheimer, ben, c'est pas un hasard. Ma mère, ça faisait pas longtemps, elle est décédée en 2015 de l'Alzheimer. Puis on avait vu ça, tous ces petits bouts de papier, toutes ces petites traces qu'on n'est pas capable de déchiffrer. Et là, je me suis dit, ben, bon, je vais prendre une mère qui est restée secrète parce que c'est pas trop facile à dire que tu as renoncé à ton premier bébé parce que tu voulais développer ta carrière. Mais elle a une fille devant elle. Cette fille-là, elle la voulait ardemment. Puis elle l'a élevée seule parce que c'était sa liberté. J'étais dans le thème de la femme forte. C'était ça l'appel à concours. Oui, oui. Donc là, j'ai embrassé ça, je me suis amusée, puis j'aime beaucoup jouer avec les prénoms. Quand je choisis les prénoms dans une histoire, c'est important. Puis là, j'ai inventé le petit rituel que pour se souvenir de quelque chose, elle trace dans les airs, puis on ne sait pas si elle trace des lettres ou si ce sont des souvenirs qu'elle cherche. Fait que ça se fait par couche comme ça, mais tu vois, le petit thème là, qui a fait que je suis partie de la première ligne à la dernière, c'est que la dame appelle Madeleine. Au moment de mourir, sa fille a dit Marie-Madeleine. Parce que les baptistères au Québec, on avait toute Marie en avant de nous. Les hommes, c'est Joseph. Puis dans toute l'histoire, la fille, elle veut savoir d'où vient son nom. Elle s'appelle Anne-Marie. Et là, quand on finit l'histoire, on comprend que c'est les deux prénoms. La fille, le premier bébé qui serait venu au monde, bon, la mère, elle a décidé que c'était une fille qu'elle aurait dû avoir, mais qu'elle n'a jamais vue. Puis après ça, elle a donné le nom à sa fille qui est vivante. Et donc, le premier, c'est les prénoms qui sont bouturés par les baptistères. Puis à la fin, c'est les deux prénoms réunis pour que la sœur qui est vivante n'oublie jamais qu'elle a eu une sœur dans son histoire de vie. Donc, elle devient Anne-Marie parce que c'est les deux prénoms qui sont réunis ensemble. Fait que ça, c'est ce que j'appelle des trames. C'est que là, je sais que je veux raconter l'histoire d'une femme forte, donc je vais prendre une femme qui veut faire carrière, qui va être capable de renoncer à un amour, qui va être capable de renoncer à une première grossesse. Puis là, après ça, là, je cherche comment on va amener ça pour rester dans la dignité, parce que les personnes à Alzheimer, ils vont gérer leur dignité jusqu'à la fin. Donc là, ça, je me suis rappelé de ma mère qui cachait des petits bouts de mots, puis des petites lettres, puis ma mère était très croyante, puis quand on a fait le ménage de ses documents,
il y avait une lettre, elle était presque cachetée, là, tu sais, on a dit, on va la regarder, là, avant de décider qu'est-ce qu'on conserve. Puis là, elle était pour elle-même une crise de foi. Nous autres, on n'a jamais douté que ma mère doutait. Elle était tellement... Là, on s'aperçoit qu'à un moment donné, dans sa vie, elle s'est écrit une lettre, puis elle a dit, bon là, ça va me calmer de le dire. Pour quelle raison? Là, je doute. Là. Je doute que Dieu soit si bon et tout ça. Là, il se passe des choses terribles. Bon. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que Nicole a mis le doigt dessus. Tu sais, ma mère était secrète. Elle ne voulait pas inquiéter l'entourage. Donc, c'est des choses qui ne se disaient pas. Fait que, bon, c'est à force de réfléchir à traitement que j'arrivais à ça. Je savais que j'allais jouer avec les prénoms. Fait que là, après ça, là, je me suis amusée à construire cette histoire. Là, c'est celle que j'ai travaillée le plus longtemps parce que je l'avais envoyé, le concours Georges Sand, c'était un concours en France. Tu sais. Bon, je ne l'ai pas eu. Après ça, je l'ai soumis aux éditions Parenthèses. Puis là, j'ai eu le prix, le premier prix au vote populaire. Est-ce que toutes tes nouvelles dans le Amapan, ils ont toutes gagné des prix? C'est ce que je vois. Là. Ils ont participé à toutes. Ben, pas toutes gagné des prix, mais ils ont toutes toujours un concours. Toujours un concours. Comme par exemple l'histoire de la nature qui s'appelle Abondance. Dans le fond, mon histoire, c'est un arbre. Parce que le concours s'appelait Écrire l'arbre. Il fallait qu'on parle d'un arbre avec lequel on était en relation. Donc, soit qu'il était sur notre terrain, soit qu'on le connaissait très bien. Puis on avait des points supplémentaires si on parlait d'un arbre en voie d'extinction, une espèce rare. Ben, j'en ai un sur mon terrain. Quand je suis arrivée ici à Drummondville, le noyer cendré, tu sais, Marie-Claude. Ben oui. Quand je le lisais, je voyais ton arbre, là. Ben, j'étais chez toi, là. C'est ça. Donc là, je pars de là, j'ai dit, hey, là, je vais avoir tous les points, j'ai un arbre, sur mon terrain, je le connais, il est en voie d'extinction. J'ai failli le faire abattre parce que toute la tronc est cannelée, je pensais qu'il était mort, tu sais. J'ai fait venir spécial. Tout ça est vrai. Puis après ça, quand il m'a dit, tu vas avoir des vrais noix comestibles. Là, il m'explique comment s'y prendre. Fait que là, je suis partie de ça, puis j'ai dit, je l'ai essayé, hein, puis j'ai pas gagné. Les écureuils ont tout pris, puis j'ai pas gagné. Fait que là, je suis partie de ça, puis j'ai dit, je vais faire l'histoire de mon combat, qui est un combat d'ego. Parce que moi, je voulais réussir quelque chose. Là. Je voulais collecter les noix. J'avais prévu de faire sécher, faire mon noisetier loulou, mon gâteau de fête préféré, puis de pouvoir faire mes photos Facebook, puis dire, hey, là, moi, j'ai découvert mon arbre, je l'aime, mon arbre. Mais non, je n'ai pas gagné. Donc là, ça finit que je rends le noyau. Ça veut dire que je rends l'arme. C'est un combat que je laisse aux écureuils. Fait que ça, souvent, ça aussi, j'avais une idée très claire de ma première et de ma dernière ligne. Au début, je voulais me rapprocher des humains. Puis à la fin, je dis que l'arbre continue d'embrasser le ciel, mais que c'est les écureuils qui m'ont enseigné l'abondance. Ils m'ont enseigné d'aimer la nature et de prendre ce qu'elle donnait. Fait que c'est comme... mais tout ça pour dire que quand on répond à des appels à texte, le thème est souvent ouvert, puis ça fait toujours sortir le dialogue intérieur qui nous anime. Fait que moi, ça va toujours tourner sur l'affiliation, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on parle de notre famille en bien ou en mal. Il en reste quelque chose, puis toute notre vie, on va gérer ça, on va essayer de le modeler à notre façon. Ça prend du courage. Puis l'autre thème, c'est les croyances, parce que ça aussi, plus on fait l'effort de lire, de se documenter, de discuter, on se rend compte que oui, on était façonné d'une façon, puis après, la science, elle évolue parce que la réalité évolue. Donc, il ne faut pas s'enfermer en disant non, j'ai toujours appris que c'était comme ça que ça se passe. Accepter que la naissance, c'est vivant, c'est mouvant. C'est comme ça que tous les petits thèmes, peu importe, ils finissent toujours par parler de nous. Le pouvoir de l'affiliation puis le poids des croyances. En fait, les croyances, mettons, nos parents nous montrent ce qu'ils nous ont appris d'une façon. Et après ça, c'est à nous, comme on achète cette croyance-là, de ce qu'eux nous ont appris, c'est à nous, après ça, de faire, est-ce qu'on veut continuer avec cette croyance-là? Est-ce qu'on continue? Ou on s'en achète un autre? On fait comme, hey, celle-là, je vais l'essayer, puis je vais m'en aller avec celle-là. Dans le fond, c'est à nous
à nous défaire des croyances qu'on a apprises au début, s'ils sont plus bonnes pour nous autres. On a le droit de changer de croyance. C'est ça que les gens, des fois, ils oublient. Ils restent ancrés sur « Ah non, j'ai appris ça de même, je dois continuer comme ça. » Des fois, c'est bon pour un temps aussi. On se fait des carapaces pour se protéger de certaines choses. Puis à un moment donné, il faut réaliser qu'on n'en a plus besoin, puis qu'on peut enlever ça, puis on peut modifier des gestes, des comportements par rapport à ça qu'on n'a plus besoin. Moi, je trouve que c'est un livre qui a beaucoup, beaucoup de réflexion dedans sur plein de choses. Il y a un sujet aussi, ça s'appelle dans Postérité à tout prix. Postérité à tout prix, c'est ça. C'est la hantise de l'auteur de ne plus être capable d'écrire, d'avoir un problème avec ses mains. Puis là, les possibilités que Lou nous montre, c'est tellement perturbant, puis ça se peut tellement que ça existe présentement dans le monde, puis qu'on se dit jusqu'où ça peut aller, c'est assez terrifiant, jusqu'où tu nous as amené. Je trouve que c'est intéressant, puis en même temps, c'est un peu notre hantise, tu sais, de perdre l'usage de nos mains quand on écrit, tu sais. Ça, la trame secrète de ça, là, c'est vieux comme le monde, c'est le pari faustien. Il y a un prix à payer. Okay. Tu veux un miracle, tu veux une solution magique, il va y avoir un prix à payer. Quand tu vas découvrir le prix à payer, tu ne peux plus reculer. Et là, entre la première phrase, le premier alinéa puis le dernier, on a la main maudite, puis après ça, on a la prothèse maudite. Elle la voulait, la prothèse. Elle s'est portée cobaye pour avoir une prothèse, parce que dans mon histoire, c'est quelqu'un qui perd toute la chair de ses mains parce qu'elle faisait des rituels de feu à ses lancements. Puis à un moment donné, ben, ça a pris feu. Puis bon, là, je me suis amusée parce que je l'ai appelée Éthel. Mais dans mon histoire, c'est empreinte éthérique. Ça veut dire qu'elle est devenue obsédée par le pouvoir d'écrire. L'éther, c'est comme un espace que personne ne peut définir, mais tout le monde invente des histoires à propos de l'éther qui serait comme entre la vie et le reste des univers ou le reste de l'univers de l'âme. Puis, mais ça, c'est vraiment là, le prix à payer. Donc, tu as trouvé une solution, tu penses que c'est magique, puis ça se passe pas comme tu crois. Puis c'est, bon, je vais le dire parce que j'ai prévenu à l'extrême, c'est Alex qui nous racontait qu'à un certain temps, il y avait beaucoup de douleurs et il a essayé plein de choses. Il y a des écrans, des claviers que tu peux travailler debout comme ça pour pas avoir les tunnels bien. Okay. Il a essayé avec la diction, l'enregistrement vocal qui supposément se traduit après dans un beau texte, mais quand tu lis ton texte, tu dis c'est pas vraiment pas ça que j'ai raconté, mais l'assistance à la rédaction te joue des tours. On l'a tous les jours quand on fait Messenger ou des textos, là. Donc, là, je suis partie de ça, puis je me suis dit, ah, là, je vais inventer quelque chose là, avant de m'être pris parce que c'est une greffe qu'elle a acceptée. Donc, elle ne peut plus enlever les capteurs, puis ça va être sa condamnation alors qu'elle voulait être éternellement en création. Fait que ça, mais bon, là, dans le cas de cette histoire-là, comme c'était recueil maudit, je savais que je m'en allais dans une zone, justement, la malédiction, caractère très sombre, très, très dystopique aussi, parce que à moins qu'elle s'ampute les mains, là, tout le monde, dès qu'elle touche quelqu'un, ils savent ce qu'elle pense. Imaginez-vous, là, dans la vie, là, si on ne peut plus gérer la façade, les mensonges blancs, la façon de dire les choses aux gens, mais qui captent immédiatement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est presque invivable. Puis, bon, dans l'histoire des croyances ou des représentations, on sait qu'on est capable de gérer plusieurs images dans la vie. Quand on est au travail, on est une certaine persona. Quand on est comme nous autres, on se rend compte en tant qu'auteur, ben, on se laisse aller sur plein de niveaux parce que tout le monde peut accepter que nos esprits vont vagabonder dans toutes sortes de dimensions. Moi, je suis aidante naturelle pour ma belle-mère de 94 ans, mais je suis avec elle. J'ai d'autres sujets. Je ne vais pas la déstabiliser, là. Je vais garder. Voilà. Je vais dire ça. Oui. Puis je vais respecter que ben, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a compris, je ne vais pas continuellement dire ah, moi maintenant, je pense à autre chose. Parce que raison. Ça serait le chaos, là. On se tiendrait toutes les mains comme ça, touchons-nous pas personne. Mais juste pour vous dire. Ouais. Bon, il y a un texte que quand
quand on a vu Ben Morris, là, qui écrit avec moi, il était un peu perturbé, c'est Siri. Siri, c'est le défi de Marc et Genofa quand ils nous ont lancé le projet Barry. Ils ont dit on veut 30 auteurs. Ils nous ont donné un paragraphe. Ils ont dit votre personnage, vous décidez, c'est un homme ou une femme, vous lui donnez le nom que vous voulez, le métier que vous voulez, mais il se retrouve inanimé dans une pièce complètement fermée. Les murs sont suintants, tout est en béton, et il y a un corps inerte à côté. C'est tout. On n'avait pas d'autre chose que ça. Puis on avait une limite, là, 5-6 feuillets. Fait que moi, j'ai inventé une mercenaire qui est tellement conditionnée, c'est ça la force de nos croyances, elle est tellement conditionnée par tout son apprentissage du métier dans des situations difficiles et extrêmes que quand elle ouvre les yeux et que tu aperçois qu'elle est là, elle se dit « OK, là, il faut que je trouve comment je vais leurrer quiconque va ouvrir la maudite porte à un moment donné. » Donc là, on défile dans sa tête tout ce qu'elle a enduré pour qu'on comprenne qu'elle est incapable d'endurer de la douleur, incapable d'attendre longtemps, presque d'arrêter de respirer. Fait que finalement, là, je me suis amusée parce que je me disais, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible jusque-là? On dit souvent, la trame, c'est faire le mort. Fais le mort, attends que ça passe. Mais là, je l'ai mis en pratique. Fait la mort. Fait que là, ça commence par est-ce que j'ai foiré quelque chose? Parce qu'elle se demande pourquoi elle est punie. Puis à la fin, elle sait comment elle va se défendre, puis elle dit là, il va s'apercevoir qu'il a foiré son test. Fait que ça, c'est mon jeu. Quand je commence une histoire, là, je m'amuse avec qu'est-ce que je mets au début, qu'est-ce que je mets à la fin. Puis là, après ça, je remplis le milieu, puis j'essaie de faire des tours de sécheuse au lecteur, là, tu sais. C'est pas où il va aller. Et puis elle est tellement conditionnée dans sa tête qu'elle est sûre que c'est une formation, c'est des tests, que c'est en lien. Puis en fait, elle subit des tortures horribles. Puis elle est comme, oh non, j'espère que j'ai pas échoué de test, puis je vais réussir mieux la prochaine fois. Puis là, t'es là, ben voyons donc. Ouais. C'est dans le collectif Barry, là, celui que vous racontez là. Ouais. Mais moi, j'aime ça, les anecdotes là, qu'on vient d'avoir sur plusieurs des nouvelles. C'était vraiment, mais vraiment le fun. Moi, je continuerai encore comme ça pendant des heures, mais mon technicien va me dire « Ouais, mais là, t'es pas assez connu, hein? Si ça dure plus qu'une heure, le monde ne l'écoutera pas. » Non, mais c'est comme, c'est la bonne parole de Yann. Donc, là, on va se garder quelques minutes où vous allez chacune pouvoir venir parler un petit peu de vos projets en cours. Okay. Mais bon, c'est comme, ça fait partie de la game. Puis, en dehors de ça, écoutez, j'ai eu une super belle soirée. J'ai eu du fun avec toutes vous autres. Lou, évidemment, reste égale à Lou. Elle nous enlève les mots de la bouche. Je lui ai posé des questions, mais elle a laissé parler, c'était correct. Oui, finalement, elle dit tout, on n'a pas besoin d'y demander. Donc, là, je vais regarder Lou pour la fin. Ben oui. On va commencer avec Marie-Claude, si tu veux parler de tes projets, de tes livres en cours, de tes livres déjà lancés. Et voilà, c'est à toi. Je t'amène en avant. Et vas-y. Bon, alors, moi, c'est ça. Mon nom, c'est Marc-Claude Cournoyer. Je suis autrice de mon premier roman qui s'appelle L'Allié, qui est sorti en novembre 2022. C'est l'histoire d'une femme qui apprend que son conjoint veut devenir une femme. Alors, c'est tout un choc pour elle. Et puis, c'est basé sur une histoire que j'ai moi-même vécue. En fait, mon ex-conjoint est devenu une femme. Alors, j'ai décidé d'en faire un roman fictif et de parler de comment on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'on ressent quand on apprend une nouvelle comme cela. Et puis, sinon, en mars, le 3 mars, je serai à Sorel pour un événement, le Salon littéraire de Sorel. Donc, je vais y être avec mon livre. Et, bien évidemment, le 21 avril, je serai à Drummondville pour un événement qui s'appelle le Salon littéraire de Drummondville, qui est chapeauté par, justement,
notre invité vedette, Lou Bénédicte et son conjoint Ben Maurice. Et puis, j'ai un deuxième roman collectif qui va sortir au mois de mai, là, où poussent les lotus. C'est un roman avec, justement, avec 20 nouvelles littéraires. On était 21, mais il y en a une qui s'est désistée, donc on est rendu 20. Et puis, donc, c'est ça, ça va sortir au mois de mai. Et ça se veut un roman collectif inspirant, 20 histoires inspirantes, où on raconte un événement dans notre vie qui nous a fait passer à un autre niveau et qui a défait le plafond de verre pour aller à l'autre étape. Voilà. Merci Marie-Claude, c'était vraiment génial. Oui, je pense que tout le monde, on va tous parler chacun notre tour du salon littéraire de Drummond parce que si je ne m'abuse, on va tous être là. Oui. Fait que j'allais voir pour le répéter, envoyer le monde, venez, c'est le gros salon. Je me sentais proche de l'annoncer là. Je me suis dit ça, c'était Lou de l'annoncer, mais là, j'étais comme la première. C'est encore mieux. C'est encore mieux comme ça. C'est correct, c'est génial qu'elle entende parler plusieurs fois. OK. Là, on va donner la place à Nicole. Nicole, on te met en avant. Vas-y, c'est à toi. Bon, ben moi, j'ai écrit une série de 4 livres de thrillers psychologiques qui s'appelle Perversion. Mon visuel, il n'est pas si proche. Bon, mettons, je vais vous montrer le tome 2 parce que le tome 1, finalement, mon technicien ne l'a pas apporté. OK. Fait que ça, c'est du thriller psychologique. J'ai écrit aussi des montées de lait, c'est des petits livres humoristiques. Puis ce qui s'en vient pour dans les prochains mois, ça va être Montée de lait 4. Présentement, ce que j'ai de nouveau qui vient de sortir avec 4 autres auteurs, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle La cantine. En fait, qui a été inspiré d'un voyage qu'on a fait ensemble sur la route pour aller à un événement. Puis on a vu une cantine, une petite cantine, là, c'était pas plus gros qu'un shack. Puis il y avait une immense pancarte qui disait salle à manger complète. Puis là, on était là, ben voyons, il y a tout dans le sous-sol, tu sais. Fait que là, 5 auteurs ensemble, on a parti dans plein d'histoires abracadabrantes. Puis on avait tellement de fun avec ça. Puis au retour, on n'a jamais revu la cantine. Fait que là, c'est devenu encore plus mystérieux. Là, on a décidé d'écrire des nouvelles là-dessus. Fait qu'on a chacun écrit 2 nouvelles, puis ça a donné un recueil de 10 nouvelles. Fait que ça, c'est ma petite nouveauté, la cantine. Je vais pouvoir vous le présenter. Dans le fond, mon prochain événement, ça va être le 16 mars, Salon Passager de Québec. Je vais être là. Puis le celui dans ma région à moi, centre du Québec, ça va être aussi le 21 avril, Salon littéraire de Drummond, le Salon de Lou, parce que si on n'y va pas, Lou va nous relier, mais je vais toujours garder un souvenir vraiment incroyable de la première édition l'année passée qui a eu lieu à Drummondville de ce salon-là, qui était la féerie qu'il y avait là, l'énergie, c'était incroyable. Fait que c'était officiel que j'allais y retourner. Fait que pour moi, c'est ce qui s'en vient dans les prochains événements. Merci. Merci, Nicole. Et on va arriver finalement à notre invité vedette qui va venir aussi nous parler de ce qui s'en vient, dont j'imagine qu'elle va nous glisser peut-être plus d'informations sur le salon de Drummondville. Lou, c'est à toi. Bien, en tout cas, merci Pascal pour le pod de lecture, pour l'organisation de ce beau concept. La chaîne de réciprocité aussi que tu installes, parce que moi, tu m'as invité comme chroniqueuse, puis ensuite, c'est mon tour d'être chroniquée. On fait intervenir des amis autrices, auteurs. C'est vraiment une belle approche, là. J'aurais inventé, je l'ai dit, là, hein, je suis envieuse aussi dans la vie. Et Pascal va être au Salon littéraire Drummond pour la deuxième édition. Un petit secret comme ça, il y a 65% des auteurs de la première édition qui se sont réinscrits à la deuxième édition. Donc, pour faire de la place aussi à ceux qui arrivent pour la première fois. Et j'aime bien souligner ceux qui sont auteurs d'un premier titre, parce que ça prend beaucoup de courage l'année où on se promène dans les événements, on a un livre à vendre, on essaie d'attirer l'attention, puis on n'a pas d'autres choses, on n'a pas d'autres variétés sur notre table. Donc, on a, avec la complicité de Marie-Claude Cournoyer, qui a vécu la situation d'arriver en salon littéraire avec un premier livre. Donc, elle va nous aider, on va faire des petits visuels particuliers pour les auteurs avec un titre qui viennent au salon littéraire Drummond pour la deuxième édition.
Ça nous a demandé, entre le premier et le deuxième, d'incorporer un organisme à but non lucratif pour aller chercher les partenaires de la région, ici, Drummondville, mais aussi Centre du Québec. Donc, ça nous occupe un peu, ça nous oblige à structurer les affaires sur le plan comptable, bon. Mais en même temps, ça nous permet d'envisager la pérennité parce que là, on avait fait des très bons contacts l'an passé. Là, maintenant, cette année, on leur demande de se commettre pour frais, de nous aider en termes de visibilité. Et ils savent qu'on va revenir l'année prochaine. Il faut faire 3 ans de Salon littéraire Drummond à succès, donc sans déficit. Puis on peut rentrer dans un programme qui s'appelle Fêtes et événements ici à Drummondville. C'est pas rien, là, Drummondville, cette année, là, c'est sûr. On est une région métropolitaine de recensement, ça veut dire 100 000 résidents. Et depuis Sherbrooke, il n'y en avait pas de ville qui avait entré dans le petit sacro-saint RMR, Région métropolitaine de recensement. Fait que finalement, on est parti d'une petite ville, puis on est revenu à une grande ville en prenant racine à Drummondville pour notre retraite et notre deuxième vie, qui est notre vie d'écriture. Cette année, je fais moins d'événements littéraires parce qu'avec Promolire, on a développé aussi des activités sur le terrain qu'on appelle de la médiation culturelle, c'est-à-dire que on va aller rencontrer des gens pour leur montrer à quel point ils aiment lire, ils aiment parler des mots, même s'ils ne sont pas des auteurs. Ça va prendre toutes sortes de formes. Je ne veux pas trop en dire parce qu'on n'a pas eu les réponses officielles, mais on va communiquer dès qu'on a des bonnes nouvelles. Et on a décidé de faire quelques salons. Il y a une chose qu'on n'avait pas essayé, c'était les salons du livre, les salons d'éditeurs. C'est-à-dire que ce sont les éditeurs qui arrivent avec leur boîte. C'est eux qui décident les livres de l'année, quel auteur va avoir droit à des dédicaces. Mais parce qu'on est dans l'association d'auteurs, on a le droit des fois à une table qu'on appelle les auteurs régionaux. Donc, on fait, c'est curieux à dire, mais on va faire le salon littéraire d'Outaouais parce que pendant 10 ans, on était membre de l'Association des auteurs de l'Outaouais. On a toujours gardé notre adhésion en règle qu'on fait. Ici, je m'implique dans la Société des écrivains de la Mauricie, Centre du Québec, donc je vais avoir le droit d'aller aussi à la table des auteurs de la région au Salon du livre de Trois-Rivières. Puis, on va probablement essayer le Salon du livre de Québec. On est en train de discuter avec d'autres auteurs pour partager les coûts. C'est juste pour vérifier les chemins du livre, puis les chemins de vente, là, parce que des fois, on idéalise des choses, puis tant qu'on ne les a pas vécues, ben, hein, ça reste une croyance. Donc là, on va aller tenter le chemin. Puis c'est sûr que notre salon littéraire Drummond, ben là, on est un peu occupé. Ben Chris va être à la table de notre auteur vedette qui est Martin Michaud. Puis moi, ben, je vais être la régisseure. Je vais me promener partout, je vais faire des photos, je vais aller voir les autres. Je vais aller chercher mon livre à la cantine. Je pensais, Marie-Claude, que mon livre, Là où poussent les lotus, serait prêt pour avril, que je l'ai réservé. Donc, il me le signe. Il était temps de reporter. J'étais très déçue quand je l'ai appris que ça ne fonctionnerait pas, mais en même temps, je n'ai pas le contrôle à 20 auteurs. Ce n'est pas toujours évident. Là, fait que je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Je l'ai appris cette semaine. Fait que finalement, oui, cet événement-là, c'est important. Puis ça nous prend comme un bon 2 semaines après pour fermer le dossier, faire les bilans, remercier les bénévoles, remercier nos partenaires. Puis après, il me semble qu'on en a un autre dans le courant de l'été. Ah ben, je pense qu'il y a un salon. Nous autres, on fait l'atelier d'écriture, l'atelier de minuit, écrire l'horreur avec les éditions Les 6 Brumes. Ça, c'est le début juin à l'UQAM. Puis, on va essayer de faire le salon clandestin au printemps, qu'à l'extrême, en tout cas, on le laisse annoncer. Oui, ils cherchent la date, ils cherchent la salle, mais ça serait le fun d'en avoir un. Je viens d'avoir un post comme quoi le salon clandestin de Terrebonne se ferait le 5 mai. Bon. Toujours à la même cabane à sucre. Parfait. Donc, là, tu vois, là, ça fait mai, puis juin, ça va être notre atelier d'écriture. Puis après, on n'a pas vraiment positionné d'autres événements de vente de livres parce que si nos activités de Promolire prennent leur envol, on va être occupé à temps plein, mais on va vous en parler parce qu'on va avoir besoin d'invités d'auteurs. Fait à suivre. Merci, Lou.
Merci à toutes les trois. Moi, évidemment, je vais être dans certains salons. J'ai le salon que Marie-Claude a parlé, Salon du livre de Sorel. Il faut que je fasse un retour. Ben, je m'étais inscrite, mais je ne sais pas si je fais partie des auteurs ou j'ai un manque de suivi un petit peu. Je sais que je vais être au Salon Passager de Québec. Donc, je vais enfin amener Pâté pour chien à Québec. J'ai manqué celui de Victoriaville, ben je l'ai pas vu passer. Je vais être évidemment au Salon du livre de Drummondville. Manquez pas Pâté pour chien. Je vais peut-être avoir quelques révélations sur Désinence, qui est une série que j'en vois quelques posts. En tout cas, c'est nouveau, c'est secret. Donc, tranquillement, vous allez en apprendre là-dessus. Puis, évidemment, ben, on va revenir à la fin mars aussi avec un autre pod de lecture. Donc, n'oubliez pas que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, de vous inscrire. Comme ça, vous ne manquerez pas les nouveautés. Dernière question, Lou. Tes livres, où est-ce qu'on peut s'y procurer? Ton livre Âme en panne? Alors, tous les livres sont sur Amazon. Vous pouvez tout simplement choisir Lou Bénédicte ou Ben Maurice. J'en ai un qui n'est pas sur Amazon, qui s'appelle Le Petit Prince des Bermudes, parce que lui, je le fais promener entre quelques maisons d'édition. J'ai commencé à avoir des réponses, mais tant que je n'aurai pas eu les réponses de toutes les maisons que j'ai sollicitées, on ne l'a pas mis sur Amazon. Celui-là, on peut le commander directement. On a quand même fait une impression, un premier 80 copies. J'ai commencé à le vendre dans mes activités depuis le printemps. Mais dès qu'on va être décidé s'il y a un éditeur qui s'en occupe ou pas, il va peut-être atterrir sur Amazon. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Ils sont là. Puis sachez que pour chacun des livres, on commence par les envoyer aux éditeurs. On se dit, à un moment donné, ils vont finir de travailler leur pile. On va voir si on a une place. Comme je vous dis, on teste nos chemins d'écriture et de lecture puis de vente. Donc, on fait ce travail-là. Des fois, on perd un an parce que le temps qu'on a eu réponse, ben, le manuscrit était prêt, mais on l'a pas mis en production. C'est pour ça qu'en 2022, il y en est apparu 3, c'est parce qu'ils se promenaient. Puis, pendant le confinement, il n'y avait pas d'ouverture beaucoup. Donc, on a décidé de se lancer. Puis Ben fait un travail incroyable. Il fait les maquettes, il fait la mise en page, il fait la mise en ligne. Puis on n'hésite pas quand les auteurs, quand des lecteurs nous font part de certains commentaires. C'est arrivé qu'on retravaille un fichier puis on le remplace. C'est la magie avec Amazon, personne ne le sait. Puis le prochain lecteur qui va avoir commandé le livre, ben, il va avoir la version avec soit une erreur en moins, soit un personnage qu'on a rendu un petit peu plus méchant. Fait que ça, on se permet ça aussi parce que c'est quand même la beauté d'être propriétaire de nos fichiers puis de pouvoir faire ces changements-là quand ça nous chante. Merci à tout le monde. Puis moi, je vais ajouter une petite note à ce que tu viens de dire, Lou, parce qu'il existe encore une part de fausse croyance que les gens qui ne sont pas en maison d'édition, c'est des livres qui sont moins de qualité. On parle en fait d'écriture. Et il faut que vous sachiez que les maisons d'édition vont toujours prioriser un roman dont l'auteur est déjà connu. N'oubliez pas qu'une maison d'édition, c'est une entreprise commerciale. Eux autres, ils doivent vendre. Donc, des fois, les livres, même s'ils sont d'une qualité incroyable, ne passeront pas la sélection parce que la vente va être trop difficile, il va y avoir trop de travail parce que la personne n'est pas connue. Donc, quand ils sont en vente sur Amazon, quand vous allez acheter le livre et que vous l'appréciez, retournez sur votre vente et allez faire une cote directement là. Ça permet que Amazon vous rend plus visible parce que ça prend un certain nombre de gens qui ont voté pour justement qu'ils mettent l'auteur en avant. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez lu, gênez-vous pas, allez-y, mais allez-y vraiment à partir de la place où vous l'avez acheté. Donc, il vous compte vraiment comme un vrai lecteur et non pas comme
un potentiel faux compte qui vient juste écrire pour écrire. Ouais, ça s'appelle achat vérifié. Ils savent que vous l'avez commandé, vous avez le droit de mettre vos étoiles puis votre commentaire. C'est important. Exactement. Donc, pensez, il y a ça, il y en a plein d'autres, il y a Goodreads, il y a plein de places où vous pouvez mettre des votes. Mais pour Amazon, ça permet vraiment de se retrouver avec son livre plus visible à travers le lectorat. Donc, sur ce, ben, à toutes vous autres, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Merci. Merci de l'invitation.